nos nombreux intervenants du jour, puisque aujourd'hui on a de nombreux intervenants pour cette rencontre thématique. D'abord, Julien Alliot, merci beaucoup qui est très proche du président maintenant et que son successeur n'est pas encore arrivé. Donc, Julien Alliot, qui est le chef du CIRA7PC des Bouches-du-Rhône, tout à fait, et qui va parler pour le compte de la préfecture dans le cadre de cette rencontre thématique éminemment intéressante et importante. Merci au ministère de l'Intérieur. J'aurais dû commencer par le ministère. Et donc à Franck d'être parmi nous et de nous parler donc du futur en matière de radio, pour le coup. Merci à la commune de Port-de-Bouc, merci Philippe, de représenter la commune pour présenter le retour d'expérience de l'utilisation de Atmos et de RRF dans le cadre de cette rencontre thématique. Même si ce n'était pas un événement du type de ceux qu'on a connus dans l'Aude, c'est bien de commencer parfois par des petits événements qui sont un peu moins douloureux à gérer pour ce type de sujet. Et puis, bien sûr, merci à nos amis permanents du SDIS. Merci, Nilia, d'avoir permis d'organiser cette rencontre thématique et d'être parmi nous. Donc, pourquoi cette rencontre thématique? Tout simplement, c'est un fait, les événements sont de plus en plus nombreux. Ou du moins ils sont de plus en plus dimensionnants. Il suffit de regarder l'actualité pour voir ce qu'il en est. Il n'y a pas forcément plus d'événements naturels, mais ils sont de plus en plus dimensionnants à chaque fois. Surtout des nouveaux défis qui émergent. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avant-hier, la nuit du 13 novembre, au Pen Mirabeau, à 3 heures du matin, où on a 24 Tesla qui ont été intégralement détruites. Et ce n'est pas des sujets simples à régler que sont ceux des batteries. On a organisé d'ailleurs une rencontre thématique il y a quelques semaines sur les risques émergents avec du travail qui a été réalisé par notamment le SDIS 13 il y a quelques années et par la BSPP, et c'était éminemment intéressant pour les acronymes BSPP, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis également, on a d'autres sujets, c'est qu'il y a une attente sans cesse croissante de la part des populations sur leur prise en charge, leurs informations, la communication, que ce soit les populations, les salariés. On est dans une zone Bouches-du-Rhône, mais pas que, qui est extrêmement riche en entreprises, avec de très nombreux sites industriels. Et donc, c'est important à prendre en compte. Et puis, les entreprises elles-mêmes qui peuvent être forcément exposées ou impliquées dans le cadre des événements. Que ces événements soient d'origine naturelle, climatique, technologique, sanitaire, cyber ou sécuritaire, ils nécessitent une réactivité qui est croissante et accrue de l'ensemble des services de sécurité et de secours en lien avec les autorités. Et c'est la raison pour laquelle il était important pour nous, lors de cette rencontre thématique sur RRF, que l'ensemble des parties prenantes soient présentes. On n'en a pas les forces de l'ordre, mais le ministère représentant l'ensemble des forces, je pense que ça parle des deux voix. Donc c'était important pour nous que dans cette rencontre thématique, l'ensemble des représentants de la gestion de la crise soient présents et puissent parler en leur nom. Sachant que dans tout ça, l'un des maillons essentiels dans la gestion de la crise, forcément, c'est la communication entre les acteurs. Et force est de constater que les équipements vieillissent, que les événements étant de plus en plus dimensionnants, ils nécessitent d'être plus performants. D'où la volonté du ministère de l'Intérieur, avec les différentes forces d'intervention, de mettre un peu tout ça à plat, mettre à niveau, et donc de nous faire un travail important sur ce sujet, qui a été testé lors de plusieurs phases. Je me rappelle, lors de l'exercice Domino 2022, on a déjà testé des briques de ce que ça pourrait être. Et briques qui ont servi aujourd'hui à prendre des orientations stratégiques et techniques importantes. Sans plus attendre, je vais laisser la parole, je crois que c'est Franck qui intervient en premier. Ou c'est toi, Julien? Oui, la présentation. Voilà. Est-ce que Julien peut faire une petite introduction pour la préfecture? Non, mais rien, juste pour dire qu'on est bien sûr partie prenante, on est en phase de test, aussi bien avec la préfecture de Haute-Loire sur cette utilisation du RRF, qu'on accompagne, qu'on teste. On essaie d'identifier les leviers qui sont encore à corriger pour pouvoir une utilisation qui puisse se développer dans les années à venir. Merci Julien. Franck? Attends. La présentation PowerPoint. Celui-là. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui.
Oui, oui. Oui, c'est bon. Je te laisse faire ça. Très bien. Et puis je vais jongler avec Je te les ferai le film, voilà. je te ferai la table. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être présent aujourd'hui au CIPRE pour cette présentation thématique sur le réseau radio du futur. Alors, je pense que vous avez déjà entendu cet acronyme. L'objectif de cette matinée, c'est de vous présenter plus finement le projet et le produit, les publics visés, mais surtout avoir dans un second temps des témoignages d'utilisateurs, puisque le département des Bouches-du-Rhône est un des pilotes du RRF. Donc ce sera vraiment intéressant pour vous d'avoir cette vision globale. Donc le réseau radio du futur, sa genèse, c'est la suite des attentats en France en 2015, avec notamment les commémorations du Bataclan qui ont lieu cette semaine. Lors de ces attentats, difficultés de communication entre les différentes forces, à la fois de secours, de sécurité et d'intervention. L'État, via le ministère de l'Intérieur, a donc pris la décision début 2016 d'étudier la possibilité de créer un réseau interservices interministériel. La première brique a été pour les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police nationale, avec la mise au point de Storm, qui était un projet crash, c'est-à-dire qui avait pour vocation d'être créé rapidement et de s'éteindre à l'arrivée du RRF. Depuis environ 4 ans, des recensements besoins terrain ont été faits au niveau des différentes forces, au niveau des différents ministères, et différentes briques ont été constituées ces 2 dernières années pour arriver à la livraison de la version 0 fin 2024, la livraison de la version 1 au mois de juin 2025, et depuis juin 2025, on a environ 3000 abonnés sur la France qui utilisent le service du RRF. Alors, c'est les départements des Bouches-du-Rhône, avec l'état-major de zone, la préfecture, le SDIS, le bataillon des marins-pompiers, le SAMU et 7 polices municipales, dont Port-de-Bouc ici présent. On a également le département 42, avec une police municipale, le SDIS, le SAMU, la préfecture, l'état-major de zone. On a également la plaque parisienne, avec la préfecture de police et la RATP. On en parlera tout à l'heure, l'intégration des OIV. Mais on a également le département 33, avec pour cette partie-là les douanes, l'administration pénitentiaire et un parquet. Sans plus attendre, je vous propose de visionner ensemble 2 petites vidéos qui vont déjà vous donner un aperçu global de l'ACMOS et du RRF. Et ensuite, je poursuivrai sur une présentation détaillée des différentes briques. Temps de l'attraper, puisqu'il a été préparé. Et voilà. Je vais la mettre On va commencer par l'autre, en partage. Et est-ce que je partage bien Attends, il faut que je vérifie que je partage également le son. Donc on a quelques petits réglages afin de vous partager à la fois la vidéo et le son. On va commencer par l'autre vidéo. Donc cette première vidéo, c'est la présentation globale du RRF en 6 minutes. VSAV 42 de Codis 42, vous prenez départ aux places du Dr Thiodet, commune de Roanne, pour un AVP entre une VL et un cycliste. Ouais, on est requis par les SP là, qui interviennent place Thiodet. C'est un polytrum grade A neuro au minimum. Médecin SMUR de chef de groupe Roanne appel. Samuel Roanne de 73, patiente conditionnée en état de choc. Quittons les lieux pour Deschaux Nord. L'idée de l'exercice, c'était un exercice interservice, donc avec les pompiers, le SMUR et la police municipale. L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité de secours est créée donc en 2023, va avoir la charge d'opérer à compter du début de l'année 2025 le réseau radio du futur. Un déploiement progressif
jusqu'au premier semestre 2027. Le réseau radio du futur, c'est le réseau de communication mobile opérationnel qui sera utilisé au quotidien par l'ensemble des services de sécurité et de secours de notre pays, une communauté d'à peu près 300 000 utilisateurs, pour soutenir leur communication opérationnelle sur le terrain, mais aussi avec leur salle de commandement. Ce réseau apporte une transformation en profondeur des moyens de communication des forces de sécurité et de secours grâce à la création d'un réseau complet de communication mobile haut débit, résilient, sécurisé, interopérable et prioritaire. Aujourd'hui, le réseau radio du futur est une réalité. Il fonctionne déjà au quotidien. L'architecture du serveur MCX, serveur de communication pour mission critique, est stabilisée. Il permet aux utilisateurs de communiquer, d'échanger depuis leurs terminaux et avec la console de dispatch dans les salles de commandement. Les services du RRF, offerts par l'ACMOS, fonctionnent depuis le data center du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Les utilisateurs du RRF vont communiquer grâce à une carte SIM qui est propre à ce réseau, donc une carte SIM RRF qui va fonctionner avec les antennes de plusieurs opérateurs de réseau mobile, notamment Orange et Bouygues Télécom, qui offriront un accès priorisé à leur réseau 4G et 5G. L'utilisation de la carte SIM du RRF permet ainsi d'offrir une indépendance face aux aléas de charge grâce à des mécanismes de qualité de service, de priorité déployée au sein de ces réseaux. Le centre de supervision opérationnel de l'ACMOS va garantir un service utilisateur réactif, une surveillance en temps réel de la qualité du réseau sur le territoire national, mais aussi la capacité à réagir en cas de défaillance de ce réseau, de façon à organiser des changements de réseau ou apporter des capacités supplémentaires. Par rapport aux moyens radio qu'on a aujourd'hui, RRF, ça permet du coup d'avoir un moyen qui est plus ergonomique, qui va permettre notamment de changer de canal plus facilement. Ça va nous permettre aujourd'hui d'avoir des moyens de communication interservices directement sur intervention qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Donc ça, c'est une vraie plus-value pour moi en tant que chef de groupe. C'est quand même quelque chose qui est très facile d'utilisation, une prise en main très simple, l'envoi de photos instantanées avec notre salle de commandement. Je pense que tous ces échanges d'informations sont bien pour tous les services qui interviennent sur la même mission au même moment. L'interopérabilité entre tous les services nous permet un échange d'informations direct, donc un gain de temps pour l'intervention et de prise de décision beaucoup plus efficace. J'ai été très satisfaite de mon expérience. Ça nous permet d'avoir des communications très claires et très simples d'utilisation. Étant donné que ça fonctionne sur un smartphone comme sur WhatsApp, en quelques clics, on a vite en main l'utilisation de cette application. Et je pense vraiment que ça améliorera notre quotidien au sein du SAMU. Depuis quelques semaines, des démonstrations opérationnelles ont permis d'éprouver avec les futurs services utilisateurs du RRF plusieurs de ces fonctionnalités. Tout d'abord, les communications opérationnelles sur le terrain entre utilisateurs et notamment en interservice, mais aussi les relations avec les salles opérationnelles munies du dispatcher MCX. Ont également été démontrées les communications de téléphonie mobile, les appels, SMS, depuis la carte SIM du RRF avec la capacité à se servir du terminal RRF non seulement comme un terminal radio opérationnel, mais aussi comme un téléphone permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités du smartphone. On a également vérifié le bon fonctionnement de l'interopérabilité des communications entre les réseaux haut débit et les réseaux bas débit grâce à l'utilisation d'une passerelle locale radio. De même, les aspects multimédia de ces communications opérationnelles avec la capacité à partager simultanément des photos, des données de géolocalisation, des messages courts, des vidéos entre les intervenants sur le terrain, les uns avec les autres, mais aussi avec la salle de commandement, ont pu être vérifiés. La console d'accès aux enregistrements opérationnels de mission, que ce soit en temps réel pour de la réécoute à chaud, mais aussi pour de la réécoute à froid, ont pu être testés. Et enfin, un élément très attendu de la part des services opérationnels, le mode direct, c'est-à-dire la capacité à pouvoir communiquer indépendamment du réseau 4G ou 5G, directement de poste à poste, notamment dans des situations où on peut être exposé à des coupures momentanées du réseau, quand on rentre dans un bâtiment ou quand on est en limite de zone blanche lors d'une intervention. Eh bien, ce mode direct a pu être testé. Donc, nous avons pu à cette occasion vérifier le bon alignement des services du RRF avec les attentes de nos utilisateurs, ceux qui au quotidien assurent la protection de nos concitoyens et qui, dès 2025, pourront utiliser le RRF.
Chef de groupe Juan de Codis 42, parlez. Médecin SMUR pour Samir Rouen. Chef de groupe Juan de chef PM. Médecin SAMU pour chef de groupe. Action sapeurs-pompiers terminée, police municipale reste sur place pour dégager la voie. Alors, cette première vidéo avait pour objectif de vous présenter les extensions terrain, donc l'usage à la fois sur la voie publique, des différents services de secours, mais aussi en salle de commandement. Je vais maintenant vous proposer une deuxième petite vidéo qui est beaucoup plus courte, qui est tout ce qu'on ne voit pas finalement sur le terrain, puisque le RRF, c'est certes des terminaux, des tablettes, des accessoires, des micros déportés, mais c'est surtout une architecture nationale très robuste, très résiliente, avec 4 data centers répartis sur 2 sites qui sont des sites militaires sécurisés, dont je ne vous dévoilerai pas l'adresse forcément. Derrière, on a un centre de contrôle qui fonctionne H24, qui fait de la supervision du réseau des opérateurs, puisque l'ACMOS est un opérateur de communication mobile critique qui s'appuie sur les 4 opérateurs télécoms historiques. Bouygues, Orange en priorité et SFR, Free en roaming. Ça permet donc d'avoir une couverture nationale très intéressante avec de la recouverture. Donc, je vous propose maintenant cette deuxième vidéo avec l'échelon national, le support et le centre de contrôle des opérations. Le centre de contrôle opérationnel de l'ACMOS est en charge de surveiller la disponibilité, la performance, la sécurité et la qualité des services de communication du RRF. Il est articulé autour de 3 pôles d'activité, le centre de supervision du réseau, le centre des opérations de sécurité et le centre d'assistance à nos utilisateurs. C'est une véritable tour de contrôle qui fonctionne en temps réel et 24 heures sur 24 pour garantir la qualité des services de communication du RRF à tous nos utilisateurs. Service d'assistance utilisateur RF, j'écoute. Je vais avoir votre numéro. Quel est votre problème exact? Le centre d'assistance utilisateur est l'un des piliers du centre de contrôle opérationnel de l'ACMOS pour informer, orienter et assister au quotidien tous les services utilisateurs du réseau Radio du Futur. Le centre d'assistance utilisateur est le point de contact unique pour avoir une réponse rapide aux demandes d'assistance technique. Notre centre d'assistance utilisateur est composé d'opérateurs qui sont tous qualifiés sur les terminaux mobiles et les tablettes, le système d'information et de gestion, l'application de communication critique qui est l'application Sirius, l'application de gestion de mobilité qui est Atria. La force de notre centre d'assistance utilisateur, c'est sa disponibilité qui est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une assistance personnalisée et une traçabilité des demandes. Avec son centre de supervision des opérations, les objectifs de l'ACMOS sont simples, veiller au bon fonctionnement du RRF et assurer en toutes circonstances la qualité des services délivrés à nos utilisateurs. Son rôle est également d'apporter un soutien et un support technique aux équipes du centre d'assistance aux utilisateurs de l'ACMOS. Une première équipe en front office assure un rôle de supervision. Ils ont pour rôle de détecter les incidents qui surviennent sur notre réseau et d'affecter ces incidents aux équipes expertes en back-office pour résoudre les incidents les plus complexes. L'équipe du centre de supervision des opérations dispose d'outils de pointe pour traiter les incidents et les alarmes, mais également pour avoir un état précis en temps réel de la couverture 4G et 5G en tout point du territoire. Elle doit également anticiper et analyser les potentielles menaces climatiques ou environnementales qui peuvent impacter les services du RRF. Le centre de supervision des opérations dispose d'une salle de crise dans laquelle se regroupent de jour comme de nuit des spécialistes et des décideurs qui ont la charge de mettre en place des plans d'action adéquats dès lors qu'un incident majeur impacte les services du RRF. Grâce à ce centre des opérations de sécurité, l'ACMOS a la pleine capacité de sécuriser les outils et les infrastructures du réseau Radio du Futur. Le SOC s'appuie sur les moyens techniques et humains du C2MI, qui est le centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur. Le C2MI a pour vocation de surveiller en permanence les composants du réseau Radio du Futur et de détecter toute anomalie, comportement suspect sur le plan numérique et enfin, si nécessaire, d'alerter le SOC
Le SOC qui aura pour mission de travailler avec le CEAU, le NOC, pour établir un plan de remédiation. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez vu cette deuxième vidéo qui vous donne vraiment la dimension nationale. Le RRF, ce n'est pas un petit projet réalisé dans un coin, c'est le plus gros projet numérique du ministère de l'Intérieur. Preuve en est, notre directeur, donc le préfet Lambert, que vous avez pu voir en introduction des 2 vidéos, est à la tête de cette agence depuis 2 ans. C'est quelqu'un qui a un parcours à la fois dans la Marine nationale, très opérationnel, qui a été chef de cabinet du président de la République durant 3 ans, de 2009 à 2012, et qui aujourd'hui a une vision très globale, interministérielle et interservice pour mener à bien ce projet. Alors le RRF, il est inscrit dans la LOPMI depuis 2023. Il est destiné aux acteurs des missions de sécurité, de secours, de protection de la population et de gestion des crises et des catastrophes. Sont concernés les organismes publics ou privés chargés des missions de service public ou d'intérêt général dans ces domaines. Donc une définition quand même assez large. La cible est de 300 000 utilisateurs. Et au regard des 6 premiers mois de tests pilotes, on a de nombreux utilisateurs supplémentaires qui commencent à se manifester. Je vais vous en parler juste après. À la base, voilà les services qui étaient concernés par le RRF. Alors tout d'abord, les acteurs de la gestion de crise de l'État et des préfectures, ainsi que des états-majors de zone, avec à leur tête le COGIC, donc le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, les acteurs de sécurité civile, à la fois les SDIS, les EMIS, le ministère de la Santé, avec les ARS, les SAMU et les SMUR, une grosse brique collectivité avec à la fois les polices municipales, et émerge le besoin pour les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, les réserves communales de sécurité civile, les comités communaux feux de forêt, les forces de sécurité intérieure avec la police nationale, la gendarmerie et la préfecture de police de Paris. Sur le côté droit, nous avons d'autres grands ministères, grandes directions, avec la direction interdépartementale des routes, les DIR, les douanes, le ministère de la Justice, le ministère des Armées avec les 3 armées, également l'arrivée des opérateurs d'importance vitale. Donc les OIV, c'est aussi un nouveau champ qui s'ouvre, avec la RATP qui est déjà embarquée en tant que pilote. On a reçu, j'ai même reçu la semaine dernière la SNCF, qui souhaite équiper dans un premier temps la SUGE, et puis dans un deuxième temps ses équipes d'intervention. Et on a d'autres interlocuteurs qui commencent à arriver, puisque les ARS nous ont demandé de pouvoir équiper les ambulanciers privés. On a également des préfectures qui nous ont demandé s'il était possible d'équiper les associations agréées de sécurité civile. Donc tous ces acteurs répondent bien à la définition du secours et de la sécurité. Et l'ensemble des services peuvent travailler ensemble, puisqu'on a à la fois un annuaire fédéré qui permet d'avoir des canaux interservices pour que l'ensemble de ces briques communiquent entre elles, mais on a aussi un système de cloisonnement qui permet à chaque service d'avoir des communications internes sans être forcément écouté ou géolocalisé par les autres. On a également des services plus particuliers de la sécurité intérieure qui sont utilisateurs, mais non mentionnés sur cette planche volontairement. J'aurais juste une question, Franck, excuse-moi de te couper pendant ton intervention. On a pas mal de sites Céveso en région, on pense à la Côte d'Azur, on a quelques gestionnaires de grands ouvrages hydrauliques, des petits barrages du type de Cirponçon par exemple. Est-ce que ces acteurs-là rentrent dans la définition de ceux qui pourraient être, alors c'est des OIV, mais pour le coup, mais est-ce qu'ils peuvent rentrer dans la définition éventuellement Tout à fait.
Alors, si l'installation est classée OIV, donc pas de souci. Pour les autres, en fait, c'est une étude au cas par cas. On est en lien, par exemple, avec le CEA de Cadarache. Hier, j'intervenais au CEREMA. On avait en présentiel le département de l'Hérault et du Gard, qui eux sont intéressés pour des barrages. Donc là, on est complètement dans la cible. Avec des accessoires particuliers dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont très intéressants, notamment pour ces OIV. Donc vous voyez, on avait aujourd'hui depuis une vingtaine d'années le réseau INPT, avec notamment Antares pour les services de secours, qui aujourd'hui était très vieillissant, avec une maintenance qui est compliquée, qui est coûteuse, avec uniquement de la voix. L'objectif du RRF, c'est faire de la voix, de l'image, du transfert de fichiers, de la vidéo, de la géolocalisation, et tout cela en interservice, en interministériel. Et je ne vous cache pas, pendant les 6 mois de test, depuis la fin du printemps, on a des représentants de l'ensemble de ces utilisateurs, l'ensemble de ces ministères, avec forcément des demandes très variées. Les sapeurs-pompiers ont besoin d'emmener le matériel dans un environnement vicié, avec de la température, avec de la fumée. On a d'autres intervenants qui, eux, veulent plutôt quelque chose de robuste, typiquement les armées ou les polices municipales, qui ont besoin de quelque chose de solide, et on répond aux besoins. Alors, je ne sais pas si vous voyez à distance le terminal. Ça, c'est le terminal type RRF. Donc, c'est un Samsung X Pro Cover 6, mais particulier. Il est durci. On a un alternat latéral pour faire de la radio. On a un bouton de détresse, et je vais me lever volontairement. Moi, avec mon téléphone personnel, je ne fais pas ça, par exemple. Voilà. Ce qui est plutôt une Eh bonne bien, idée. celui-ci, alors il est tombé, je vais devoir faire le tour. Je pense que vous ne le faites pas à la maison, ni au travail. Merci. Moi, je suis à l'ACMOS depuis février, je le fais au moins une fois par jour. Et il va bien. Et ça, c'est quelque chose qui était demandé par les communautés utilisatrices. Il nous faut quelque chose de robuste. Pas l'iPhone qui est plutôt fragile et dont on a peur de briser l'écran quand on le met dans la poche. J'ai une question, je vais me permettre de Bien toucher. sûr. Il y a donc le SIDPC 06 pose une question: un lien entre le RRF et l'outil de cartographie Synapse est-il prévu? Alors, pas aujourd'hui. On va parler tout à l'heure des interfaçages. Aujourd'hui, on a l'interfaçage avec Crimson qui est validé. On a des API, des APK avec les systèmes de gestion opérationnelle des SDIS. Alors, Nexis plus les 4 opérateurs historiques. Et dans un deuxième temps, cette demande a déjà été faite pour Synapse. C'est une possibilité technique qui, pour l'instant, n'a pas encore été mise en œuvre, puisqu'on est sur la version 1. C'est envisagé, mais pas à date. Alors, comme je vous le disais, le RRF, l'extrémité terrain, c'est le smartphone qui est durci, une tablette qui est également durcie. On a l'APM de Port-de-Bouc qui a un exemplaire là, peut vous le démontrer. Et puis, non mais voilà. Et puis on a cette tablette ou ce smartphone qui est également disponible en version ATEX. Ça c'est assez intéressant, notamment pour les services d'incendie et de secours, mais aussi pour un certain nombre d'OIV qui ont des sites ATEX. Là, dans le téléphone, donc qui est un téléphone RRF avec une carte SIM RRF, vous avez nativement 5 applications pour faire fonctionner le RRF. Sirius, qui est l'application de communication critique, vous l'avez vu sur les vidéos. Atria, qui vous permet de jongler avec les 4 opérateurs de référence et ce de manière automatique. Et puis ensuite, 3 applications de sécurité, un VPN pour monter sur les serveurs du ministère de l'Intérieur et puis 2 applications de cybersécurité. Puisque la cybersécurité, c'est la priorité du ministère de l'Intérieur et des utilisateurs.
Donc Atria, vous avez ici le visuel. C'est une application qui fonctionne en fond de manière automatique et qui vient choisir en temps réel le meilleur réseau disponible. Donc on a Bouygues et Orange en priorité avec de la priorité de préemption, c'est-à-dire si sur une cellule, si la cellule est saturée, lorsqu'un terminal RF va vouloir se connecter, il va éjecter un civil pour permettre au RRF de se connecter. Je vous présenterai un exemple tout à l'heure. Ensuite, on a également SFR et Free en roaming. Donc là, on n'a pas la priorité de préemption, mais on bénéficie de leur couverture. Les retours terrain, avec 4 opérateurs, on peut dire que c'est la révolution. On a, d'un point de vue couverture, quasiment plus de zone blanche, et on a surtout de la recouverture. Si un opérateur dysfonctionne, on a les autres qui peuvent être disponibles. On a également le roaming européen et le roaming international qui vient d'être validé, notamment pour les départements frontaliers ou pour des missions de secours à l'étranger. Alors, je vais avoir une question. Est-ce que Atria pourrait être capable de se connecter sur un réseau mobile privé? Oui. Alors, on peut paramétrer en amont du Wi-Fi ou des réseaux mobiles privés. Donc ça, c'est géré par une plateforme d'administration technique pour pouvoir déclarer en amont le Wi-Fi ou déclarer en amont le réseau privé. Et j'ai aussi une autre question. Quid des zones blanches en zone montagne? Alors, les zones blanches, on va en parler tout à l'heure. Je garde votre question. On en parlera sur la résilience. Est-ce que les modules des SDIS, les modules européens qui permettent de faire des bulles de redondance sont greffables dessus ou pas? Comme Phoenix? Ouais. Ouais. Eh bien, en fait, tout ça sont des modules complémentaires de résilience qui ont été étudiés, en fait, pour étendre la couverture possible. Bah, c'est déjà une partie de la réponse à la question. Voilà. Donc, sur l'utilisation du RRF, c'est donc des communications critiques MCX, donc communication radio, mais également vidéo, fichiers, dans l'application cryptée sécurisée. L'interservice native, puisque nativement, dans le plan de conférence nationale, vous avez 16 conférences par département, avec des conférences interservices de type crise, de type météo, de type autorité, de type Novi. De la géolocalisation, où en fonction des droits que j'ai pu accorder à mes terminaux, je vois ma flotte, mais je peux aussi voir la flotte d'autres services. Donc ça, c'est très intéressant, notamment pour les préfectures en COD. La création de conférences à la volée. Je vous ai dit, 16 conférences obligatoires interservices, mais chaque département, chaque service peut créer ses conférences sans aucune limite. Ça, de manière anticipée. Et lors d'une crise, on peut également créer des conférences à la volée. Typiquement, on va prendre l'exemple qu'on ne souhaite pas, mais un attentat multisite. Je vais pouvoir créer une conférence avec un hommage particulier, site A, site B, C, avec une possibilité de pousser ces nouvelles conférences sur des terminaux qui ont été déterminés, notamment par la géolocalisation, et les forcer à basculer sur cette nouvelle conférence. Donc, plus de problème de plan de conférence, plus de problème de a-t-on basculé, n'a-t-on pas basculé. Ça, c'est un des problèmes qu'on avait lors de Domino, notamment. Ouais. C'est un problème, je pense, depuis 50 ans, depuis qu'on fait de la radio. Voilà. Je vais avoir une autre question. Alors, comment se fera la dotation des terminaux au sein des communes en termes de nombre d'équipements et de financement? Eh bien, ce sont mes 2 dernières slides. Donc, je vous répondrai tout à l'heure avec plaisir. On a également une option qui est la réécoute des communications à chaud. Forcément, vous avez un enregistreur sécurisé pour les réécoutes à froid, typiquement pour le retour d'expérience, pour les demandes judiciaires ou administratives, mais également sur l'application une réécoute à chaud. Auparavant, lorsque un émetteur passait un message et que le récepteur n'avait pas bien compris, on demandait de répéter, de collationner.
parfois juste par sécurité pour être sûr. On avait une plaque danger, on avait un nom de produit chimique. Et bien là, en fait, à la fois en centre de commandement, mais également sur les terminaux, je peux faire la réécoute des derniers messages. Jusqu'à 6 heures de réécoute. Donc ça, c'est très intéressant à la fois pour celui qui reçoit un ordre, mais également pour le centre de commandement ou un commandant des opérations de secours ou un directeur des opérations qui veut être sûr du nombre de victimes, du nom d'un produit chimique. Et puis le maintien des communications hors couverture, puisqu'effectivement, on a nativement en France encore quelques zones blanches résiduelles qui vont se résorber, mais on en aura toujours. Et puis on peut aussi avoir des zones grises ou blanches qui se créent en fonction d'un événement, notamment d'un événement météo. Donc ici, vous voyez, on a une micro-poire mode direct qui est appairée au terminal, soit en Bluetooth, soit en filaire, et qui permet de rétablir des communications en 700 ppdr jusqu'à 2 km. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on a une zone blanche, lorsqu'on a un sous-sol, lorsqu'on a un bâtiment particulier, où on va pouvoir utiliser cette micro-poire mode direct pour travailler hors connexion. Avec une nouveauté, une possibilité de mode passerelle pour faire transiter la communication mode direct vers la 4G grâce au terminal qui fait passerelle. Les équipements de salle de commandement, c'est aussi un dispatcher, vous avez pu voir sur les vidéos tout à l'heure. Donc c'est la même interface que le smartphone ou la tablette, mais vous l'avez sur un ordinateur. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour la salle de commandement, notamment pour gérer de multiples fréquences. Vous avez l'enregistreur sécurisé, qui est également qualifié hébergeur de données de santé. Et puis deux interfaces pour gérer la flotte RRF et gérer d'un point de vue opérationnel vos fréquences, les attributions de droits, les groupes d'utilisateurs. Donc là, chaque service gère sa flotte. Et ensuite, au niveau préfectoral ou au niveau de l'ACMOS, on peut gérer les communications interservices, du quotidien ou en renfort. On parlait tout à l'heure des zones blanches montagne. Entre 2020 et 2022 a été fait un recensement et énormément de visites terrain pour recenser les besoins de l'ensemble des services et des ministères. Ont donc été mis en place 3 passerelles qui ont pour objectif de faire la liaison entre le RRF et les réseaux bas débit. Forcément, on a des réseaux bas débit qui vont exister encore de nombreuses années, tels que la VHF Aéro, la VHF Montagne, la VHF Maritime, le 80 MHz. Donc ces passerelles ont été créées. La locale radio et la filaire être en fixe, notamment en salle de commandement, et puis une passerelle tactique qui peut être mise en place sur le terrain. Ces passerelles locales et filaires sont en test. La filaire actuellement au SDIS 13 et la radio au SDIS 42. Donc la filaire donne de bons résultats. La locale radio, à ce jour, n'est pas encore 100% validée, puisque la qualité de la réception audio n'est pas validée par le SDIS 42. Donc notre prestataire Airbus et Prescom travaillent dessus pour l'améliorer. Moi, je ne viens pas vous vendre, je vais dire, du rêve, je vous vends la réalité en vous précisant ce qui fonctionne bien et les choses où on a encore des réglages et du travail pour vous livrer un produit totalement fini. Avant, puisque tu étais là-dessus, oui. Souvent les communes, et de plus en plus au vu des événements en cours, se posent la question investir dans la communication satellite, sans citer de nom, notamment d'un principal qui n'est pas souverain, et du RRF. Quel est le mieux pour les collectivités et qu'est-ce qui garantit que, par exemple, dans des arrière-pays du type les Alpes-Maritimes, où on est très très vite en montagne, et bon, a priori on n'aura pas de zone blanche, mais en fait on en a quand on est sur le terrain, qui ne sont pas toujours remontés d'ailleurs par les services d'Orange, Bouygues ou autres,
Qu'est-ce qui permettra finalement à la collectivité de faire le bon choix, de se dire je peux aller dans RFF parce que je suis sûr que j'aurai de la communication, du débit, et à côté du satellite qui est peut-être plus cher, enfin, ça tu parleras des coûts après, mais où là ça leur est garanti comme quoi ça marchera. Et merci de la question. On en parle en deuxième partie du diaporama. De transformer des signaux radio en signaux numériques RRF. Donc pour des infrastructures qui sont sur de la radio VHF, de la radio 80 mégas, 150 mégas et autres. Cette parcelle a vocation à traduire la donnée ou le message sur la. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce qu'on a réussi à faire dans le Bouches-du-Rhône avec cette passerelle filière 16 voies. C'est ça. Qui nous permet de fédérer nos VHF marines, nos VHF fluviales, nos VHF aéros, nos 80 mégas et les différents services qui utilisent l'infrastructure nationale partagée de transmission, l'INPT, qui fait fonctionner l'Antares. Donc, toutes ces différentes méthodes de radio sont fédérées sur cette passerelle et qui sont traduites via une gestion de voies radio sur la. Oui, parce que la question est importante parce que j'étais hier au CEREMA et il y avait beaucoup de PCI qui étaient présents. On est en plein dans les PIX et qui dit PIX dit deadline qui est novembre 2026. Et donc, les territoires sont en train d'inscrire des investissements dont souvent ils vont vers du satellite. Du coup, est-ce qu'il y a réalité ou pas de maintenir... Mais je vous propose la réponse juste après. La planche est prête, mais c'est une vraie question et j'intervenais mercredi à l'ENSOSP, à l'école des officiers ici à Aix, et c'est une question redondante forcément, puisqu'on a déjà des équipements satellites dans un certain nombre de services. Alors moi je cite du Starlink, qui est interdit d'usage pour le ministère de l'Intérieur. Donc nous on a d'autres fournisseurs, notamment OneWeb. Voilà. Alors sur le terminal, l'objectif du terminal RRF, c'est d'à la fois de vous faire de la radio interservice interministériel, mais également remplacer le téléphone de service, le téléphone d'astreinte, le téléphone en dotation individuelle ou collective. Dessus, vous pouvez y intégrer vos applications. Aujourd'hui, on a 230 applications qui ont été qualifiées suite à un processus de qualification technique et cybersécurité entre les éditeurs et l'ACMOS. Au tout départ, on avait 50 applications, des applications de base. Et puis, chaque service est venu nous dire, moi, SAMU, j'ai besoin de telle application. Moi, SDIS, j'ai besoin de telle application. Moi, service des routes, j'ai besoin de telle application. Moi, police municipale, j'ai besoin de telle application. Donc, on a ce process de qualification avec les éditeurs. Aujourd'hui, on est à 238 applications, pour être très exact. Et en ce moment, on a un gros dossier pour les polices municipales avec la verbalisation électronique. Puisque là, on est en lien entre les éditeurs, l'ACMOS et l'ANTAI, qui réalise le traitement en fait, des infractions. Donc, ça fait beaucoup de serveurs à interconnecter de manière sécurisée. Donc, c'est pas simple. Mais c'est pas simple parce qu'on veut bien faire les choses. Ça pourrait être rapide. L'objectif du ministère, c'est de réaliser chaque étape de manière sûre et viable sur le long terme. Je sais que la PM de Port-de-Bouc attend avec impatience cette brique. On est sur le bon chemin. J'ai une question. Oui. Pourriez-vous repréciser le rôle de la voie passerelle? Est-ce qu'elle permet l'interopérabilité entre une bulle tactique 700, alors PPDR et les réseaux opérateurs? Oui, affirmatif. Donc, je vais reprendre, j'ai peut-être été un petit peu vite. Le but de la passerelle, c'est de faire communiquer un réseau bas débit et RRF. Typiquement, je parle sur la VHF montagne et j'entends la communication sur RRF. De l'autre côté, je parle sur RRF et je vais pouvoir être entendu sur la VHF montagne, par exemple. Le 700 PPDR, c'est la même chose. On va pouvoir interconnecter. Donc, ça veut dire, c'est équiper
peut-être une partie de votre flotte sur du RRF et peut-être conserver des équipements historiques en bas débit qui répondent à un certain besoin et qui couvrent peut-être une zone, typiquement la VHF Aéro. On n'a que la VHF Aéro qui sait faire de la VHF Aéro aujourd'hui. Pardon, mais le sigle PPDR, ça veut dire quoi? C'est un type de radio, en fait. Ok. Voilà. Et pour être franc, je ne me rappelle plus exactement de la signification de chaque lettre. D'accord. Mais voilà. Voilà. Plus transparent. Voilà. Et vous avez vu que dans RRF, on a aussi quelques acronymes entre le CAU, le NOC, le CCO, etc. Alors, par contre, faire un peu l'avocat du diable quand même. Si je loue ou mange l'outil, on a quand même une consommation de batterie qui est conséquente sur les terminaux. Et je ne sais pas si vous avez réussi à faire avancer le sujet. Et le fait d'avoir une consommation de batterie fait que l'outil est pas toujours mobile très longtemps. Donc là, sur la batterie, on est sur un usage sur 12 heures qui était dans le cahier des charges défini par les ministères. Et la dotation type, on a repris un petit peu ce que font les FSI avec Storm. Ce qu'on propose, nous, au catalogue, c'est le terminal. Derrière, vous avez des options, notamment des micro-poires déportés ou des micro-poires mode direct, et puis le chargeur externe. Et les trois font que vous pouvez tenir facilement 24 heures. La batterie externe vous permet un rechargement du téléphone, un rechargement de la micro-poire. Des tests ont été réalisés et on tient les 24 heures. Théoriquement, les bonhommes s'épuiseront avant le matériel. Avec également une autre solution qui a été faite. Pour ces terminaux RRF, vous pouvez remplacer la batterie et en remettre une nouvelle, notamment sur opération, puisque certains services ne veulent pas de chargeur externe, veulent un remplacement de batterie. Donc là, on n'est pas sur une batterie qui est collée, intégrée. Là, vous enlevez simplement le cache à l'arrière et vous pouvez changer la batterie physiquement. Ce qui, en 2025, est rarissime sur les smartphones. Ici, on a un exemple avec du coup, le département des Bouches-du-Rhône. On a un accident de circulation où auparavant, on pouvait communiquer sur Antares entre les pompiers et le SAMU, mais c'était plutôt au téléphone. Et puis ensuite, on avait l'arrivée des services des routes, et bien là, c'était à la voix. Avec RRF, on peut, entre les pompiers, le SAMU, les services des routes, qu'ils soient DIR, conseils départementaux ou même communaux, avoir un échange à la fois en amont sur l'emplacement de l'accident réel. Je peux partager la géolocalisation de l'accident pour que tout le monde soit informé, pour gérer en amont le balisage, la prévention, éviter le suraccident, et ensuite traiter l'intervention en elle-même, et pouvoir rendre compte chacun à sa salle de commandement, et en cas de montée en puissance, tout simplement basculer sur le canal interservice, et là pouvoir remonter les informations à l'échelon du COD, voire à l'émise ou au COGIC, puisqu'on est sur de la 4G, et les communications qui avant étaient limitées soit en tactique localement, soit à l'échelle d'un département. Aujourd'hui, toutes ces frontières départementales n'existent plus et on peut vraiment faire de la communication très facilement sur le territoire métropolitain. Je précise métropolitain puisque RRF en 2025 c'est destiné à la métropole et l'outre-mer sera concerné à partir de 2027 puisque les opérateurs doivent durcir leur réseau outre-mer, puisque sur certains départements ultramarins, on n'a qu'un seul opérateur, par exemple. Donc, il est nécessaire de faire des travaux dans le cadre du New Deal mobile outre-mer. L'autre exemple, et puis Philippe, alors soit on peut en parler maintenant, si tu es d'accord. Donc, c'est un retour qui va vous intéresser sur un usage opérationnel cet été.
Donc, le 27 juillet 2025, la commune de Port-le-Bouc a connu un départ de feu assez important au bord d'un canal qui est en plein centre-ville. Donc, beaucoup de moyens ont été déployés sur place. Et nous avions nos fameux RRF avec nous. Et c'était une très bonne chose. Parce qu'on s'est rendu compte, premièrement, que depuis l'utilisation que nous en faisons depuis juillet 2025, nous n'avons plus aucune zone blanche sur le territoire communal. Or, ce n'était pas le cas avant avec nos anciennes radios. C'était un des premiers objectifs pourquoi nous sommes passés sur le RRF. Donc, beaucoup d'agents sur le terrain, police municipale, nationale, la caserne de pompiers, bien évidemment, de Port-le-Bouc, et la réserve communale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, mis à part nos téléphones personnels ou professionnels, on n'avait pas d'autre moyen de communiquer essentiellement avec la réserve communale et le maire de l'EGS qui avait déclenché un plan communal de sauvegarde. Donc, très rapidement, j'ai fourni à tout ce personnel-là des smartphones, ce qui nous a permis de communiquer aisément, puisqu'on a fait, la commune a fait le choix d'acheter 17 terminaux. On a 15 smartphones, donc, que vous avez pu voir, et 2 tablettes. Et justement, c'est pour... c'est la police municipale qui les conserve. Et en cas d'événement, on les fournit aux différents partenaires. Et j'ai un maire et une première adjointe qui, en cas de déclenchement de PCS, veulent aller sur le terrain et voir ce qui se passe pour se rendre compte de l'ampleur de l'événement. Donc là, on leur dit, je n'ai pas resté sur place, on va vous filmer et on va vous transmettre la vidéo. Et c'est vrai qu'en un simple clic, on a filmé le feu. Ils ont pu voir, sans bouger de leur bureau, l'ampleur des flammes, l'ampleur de la fumée qui avait couvert quasiment toute l'avenue Maurice Torres, qui est l'axe principal de la commune, sans bouger de leur bureau. Voilà. Autre chose aussi, le feu est passé d'une berge à l'autre. On a dû se déplacer et fermer des axes. Et là aussi, gain de temps, on n'avait pas besoin de signaler tous ces mouvements-là à notre maire, étant donné qu'il avait la cartographie et qu'il voyait la position de chaque personnel doté d'un RRF en direct. Voilà. Voilà l'expérience sur le plan communal de sauvegarde. Qui était positif. Hein. Voilà, on a réussi, si vous me permettez, quand on a voulu s'abonner, on avait 3 objectifs. Le premier, c'était une couverture réseau sans zone blanche. Donc, la réponse est favorable avec la RRF. La deuxième, c'était l'interopérabilité. Nous appelons ça de l'interopérabilité, mais nous appelons ça de l'interservice. Pouvoir communiquer avec d'autres services qui interviennent sur le même événement. Donc là aussi, j'ai envie de dire, on a atteint les objectifs à 60-70%, puisque les forces de sécurité de l'État, aujourd'hui, dans le département du 13, ne sont pas encore dotées du RRF, donc ça ne devrait pas tarder à arriver. Mais du moins, on a pu communiquer au moins avec la réserve communale et comment ça s'appelle, et le centre de secours de Port-le-Bouc. Autre chose aussi à dire, c'est que c'est un appareil, ça a été dit dans la présentation, mais je vais revenir dessus, ergonomique intuitif. Quand j'ai donné ça à la réserve communale, ils n'avaient jamais vu, ils ne savaient pas ce que je leur donnais. Je leur dis, voilà, tenez, vous appuyez sur ce bouton-là et vous nous parlez, tout le monde va entendre. L'écran reste éteint, vous n'avez pas besoin de tripouiller quoi que ce soit, vous avez juste appuyé sur cet alternat et nous parler. Voilà. À un moment donné, ils ont déverrouillé, ils ont vu la carte aussi, je leur ai juste montré la carte. Vous pouvez voir où on se positionne, etc. etc. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose de très appréciable. Quiconque utilise un smartphone au quotidien sait ou saura se servir d'un RRF, même si des formations sont faites. Moi, j'en ai suivi aucune. La MCX, la SIG, je ne les ai pas suivies. Elles étaient sur Paris, il y a des dates qui ne m'intéressaient pas, donc je n'ai pas pu m'y rendre. Ça ne m'empêche pas, depuis le mois de juillet, de m'en servir au quotidien et d'être là aujourd'hui, de pouvoir vous en parler sans formation, parce que c'est intuitif et je pense que ça aussi, c'est une nécessité parce que nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des agents de terrain, nous n'avons pas des services informatiques dédiés en police municipale qui va vous régler, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un point très important
cette ergonomie et ce système intuitif du RRF. Très bien. Philippe, souvent il y a des événements qui sont en limite communale. Oui. Est-ce que du coup les communes voisines, Fos, Saint-Mitre et Martigues sont équipées ou pas? Alors, et est-ce que tu as pu tester pour celles qui l'étaient? Fos-sur-Mer est équipé. Ils n'ont pas déployé autant que nous leur modèle parce ils avaient un système de radio beaucoup plus performant que le nôtre, donc ils n'avaient déjà pas ce problème de couverture réseau. Donc ils l'ont pris pour être un peu à la page et se servir d'interopérabilité. Martigues n'est pas doté, Châteauneuf l'est, Istres l'est aussi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, les polices municipales autour commencent à se développer et commencent à en parler de plus en plus. Voilà, il y a un attrait, il y a une nécessité. J'ai entendu parler aussi dans le diapo de WhatsApp, mais c'est exactement ça en fait. On crée un groupe similaire au groupe WhatsApp, on y met qui on veut dedans et on appuie sur l'alternat et on parle avec les gens avec qui nous voulons parler. C'est d'une simplicité enfantine et c'est ce que nous avons besoin. Vous avez parlé des attentats de 2015, vous, pour l'interopérabilité. Nous, on la demande depuis 2010. Et le décès d'Aurélie Fouquet, dont tout le monde a entendu parler, depuis, on demande cette interopérabilité, connaître ce qui se passe dans le territoire, ce que fait la police nationale, ce que font les polices municipales environnantes, parce qu'un délit de fuite ne se fait pas que sur ma commune. Hein. Il part de Martigues, il traverse le port de Boucle, il arrive à Poste, il va peut-être demain à Arles. Donc, on a besoin de savoir qui traverse notre commune, armée, pas armée, d'où cette nécessité sécuritaire, prioritaire de l'interservice et de l'interopérabilité. Du coup, c'est bien, tu as Istres qui est juste à côté de toi, Christian. Ça fonctionne pareil sur Istres que Port-de-Boucle? Alors, toi, tu n'es pas police municipale, toi. Investi pour l'instant sur le dispositif de Philippe, on est un peu à la traîne. Moi, la petite critique que j'avais sur le système, c'est qu'on a vu qu'il y a une application qui protège votre système, mais c'est à nous de l'installer. Oui. Et nous, on n'a pas l'information qu'on modifie. Eh bien, je vais aller en parler là, justement. Et ça, je regrette que ça ne soit pas fait nativement. Les appareils devraient arriver comme quand j'achète un smartphone, j'ai le puce dedans, et puis je devrais pouvoir l'utiliser. Là, ça nous demande quand même beaucoup d'investissement pour savoir comment ça fonctionne. Philippe, c'est vrai qu'il a pris le temps, mais je dois le rejoindre sur ce projet-là. Mais sur la dernière réunion, par exemple, qu'on a fait la dernière fois avec Emilien, il y avait la difficulté, vous dites que c'est facile de créer à la volée une conférence. On a dit que ce n'était pas encore tout à fait ça. Et nous, c'est ce qu'on cherche, Philippe l'a rappelé, c'est de pouvoir, à la volée, un refus d'obtempérer sur une commune, c'est l'exemple qu'on avait pris, on a besoin de communiquer rapidement avec les communes qui sont limitrophes. Et, d'après ce que j'ai compris, on y pense, mais ce n'est pas encore prévu de façon très facile. Alors, quand on n'a pas été formé, ce n'est pas facile. Je vous l'accorde. Alors, globalement, pour répondre sur ces deux témoignages, donc effectivement, la facilité d'usage terrain, c'était primordial. Donc ça, c'est évident, je vous le donne, en 1 minute, vous savez parler, communiquer, il n'y a aucun souci. Là où on a un petit peu plus de travail, c'est sur la partie administration des forces et système de gestion de flotte. Alors, pour les services pilotes, au mois de juin, pour activer un terminal, il fallait à peu près 45 minutes. Aujourd'hui, on est arrivé à 15 minutes, donc c'est déjà un énorme effort. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'interdiction par le C2MI de vous livrer des terminaux déjà utilisables. Pour des raisons de sécurité, si on se fait détourner nos colis par des personnes malveillantes, qu'ils soient d'un pays ou d'un autre, ce n'était pas acceptable d'avoir des terminaux déjà activés. Donc on vous livre par livreur le terminal, les cartes SIM, il faut les associer et ensuite aller sur une plateforme de gestion informatique pour activer le terminal et activer la carte SIM. Donc ça, c'est un gage de sécurité avec une double authentification. C'est exactement ce que font les militaires avec leur matériel depuis 5 ans à peu près, avec notamment le projet Scorpion, et on ne peut pas passer outre. On est en train de réfléchir à des solutions, notamment pour les
les toutes petites collectivités, les toutes petites PM. Moi, j'ai une PM à 2 agents là, qui en a commandé. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut, on peut proposer autre chose. L'ACMOS vient de signer une convention avec le CNFPT pour se servir du réseau, notamment des écoles de police municipale, pour délivrer la formation. Et puis peut-être de la mutualisation sur la gestion technique de la flotte. Donc là, on est aux prémices et ça fait suite justement aux 5 mois de phase pilote. On se dit, bon, ça c'était très bien sur le papier. C'est très bien pour des gros services comme des SDIS, comme des SAMU. Et puis finalement, pour les collectivités plus petites qui ont peut-être moins de ressources, et encore, je pense à Tretz par exemple, où ils ne sont pas venus en formation non plus, et leur responsable informatique a tout pris en main, en autonomie, et aujourd'hui est même en mesure de donner des conseils à un gros service. Mais là, c'est lié aussi à la capacité de l'individu. Donc l'extension terrain très facile, la partie technique un peu plus complexe parce qu'on est sur un produit complexe, mais on travaille avec les industriels et avec les retours terrain pour améliorer justement ce temps d'activation qui est pas anodin pour vous, hein. Très très clairement. C'est vrai que moi, mes terminaux, je les ai enrôlés sur la première phase, donc il m'a fallu effectivement 45 minutes par terminal. Mais c'est vrai aussi, comme vous avez très bien dit, avec un petit peu d'investissement et de volonté, j'ai enrôlé mes 17 terminaux. Hein. Vous êtes déplacés, on a fait 1 ou 2 terminaux ensemble, avec Airbus qui est venu au poste. Et ensuite, on avait des fiches réflexes. On a pu suivre. Bon, c'est vrai que c'est technique, hein, on ne comprend pas tout ce qu'on fait. Mais on vous dit d'appuyer là, on appuie sur ça le bouton, il se passe ça. Voilà, donc c'est pas trop mal fait. Mais c'est vrai que j'en avais que 17 quand j'imagine. Je ne sais pas combien vous en avez, mais si on vient d'avoir 50 ou 60. Là, on a la DGETM qui nous a commandé 4500 par exemple. Oui, voilà, mais vous n'étiez pas tout seul. Oui, je suppose. Voilà, il y a des équipes derrière. Nous, ces équipes, on ne les a pas. Donc, c'est vrai que 45 minutes par terminal, c'est bien énorme. Oui, c'est ça. 15 minutes, c'est une bonne chose. Tu parles de fournir 4500 terminaux. Du coup, les capacités d'approvisionnement en termes de délai, elles. Alors, on est en fait, on a un marché en fait. On en parlera tout à l'heure, mais en fait, quand vous souhaitez commander des matériels, on est hors marché public, puisque l'ACMOS, dans le cadre de la LOPMI, a une exclusivité sur ce produit. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de marché public ou quelques procédures que ce soit. C'est un devis auprès de l'ACMOS, et puis derrière, vous passez la commande avec un bon de commande classique. Avec des modalités financières, je vais vous expliquer tout à l'heure pour vous faciliter à la fois le fonctionnement et l'investissement. Et nous, on a un prestataire qui est Econocom, qui a en fait de la réserve en fait pour pouvoir équiper les différents services demandeurs. Il fonctionne le service maintenant, on peut commander directement sur la gestion de flotte parce que ça ne marchait pas récemment. Alors, j'ai essayé de commander. Oui. Et en fait, ça n'a pas pu. C'était cet été même. C'est ça. Ah, c'était très tôt. Donc là, on est en train de le tester cette semaine avec le bataillon et le SDIS 13, puisqu'on est en fin de VSR, qui doivent commander des micropoires mode direct, justement, depuis le SIG de bout en bout. Jusqu'à présent, vous pouviez faire un brouillon, et c'est l'ACMOS qui validait votre brouillon et qui validait jusqu'à Econocom. Je vais vous couper les 3 questions. Quand je suis en communication sur un réseau interne, y a-t-il une notification d'une conversation interservice? Alors, il y a même mieux que ça. Puisque, en fait, sur les conférences, sur votre terminal, vous avez toutes les conférences programmées. Vous avez vos conférences propres, de l'interservice départemental, peut-être de l'interservice zonal ou national, en fonction de votre service et de votre position. Ces conférences ont un degré de priorité qui va de 1 à 100, avec l'interservice autorité qui est le niveau le plus haut, l'interservice crise événement qui est en dessous. Ensuite, vous avez l'autorité de votre service et toutes les autres fréquences. Et si je suis en train de passer un message et que l'autorité veut passer un message, elle va écraser toutes les communications en cours
puisqu'elle est estimée prioritaire sur la conférence. Encore donc une deuxième question. Est-ce que la connexion entre le RRF et le réseau Auxilium, utilisé aujourd'hui par les armées dans le cadre de l'opération Sentinelle, sera possible? Eh bien, non, parce qu'Auxilium va disparaître au profit de RRF. Donc, on a actuellement 2 détachements Sentinelle là, qui sont équipés. Et un des créateurs et gestionnaires d'Auxilium a rejoint l'ACMOS pour co-développer le RRF. L'objectif est d'intégrer Auxilium tout ou partie dans le RRF. Donc là, c'est pas vraiment ma partie. On a un lieutenant-colonel de l'armée de terre qui est détaché chez nous, qui gère cette partie-là. Et l'objectif, c'est d'équiper Sentinelle. C'est déjà le cas sur la plaque parisienne. Et dernière question, c'est qu'en est-il de l'interopérabilité du RRF au niveau interdépartemental? Alors là, qui pose la question? Fabien Séane. Okay, je ne sais pas quelle est. Alors, l'interdépartemental, aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème technique. Alors, l'interdépartemental, ça peut être établi de manière anticipée, avec déjà des conférences entre le 13 et le 34, le 13 et le 30, le 13 et les 06. Ça peut être quelque chose de zonal, donc de manière native, ou une création de conférences à la demande entre plusieurs départements. Aujourd'hui, pour cette création, c'est l'ACMOS qui a la main, puisque chaque service a le même degré, est un service utilisateur, et quand on a une demande, l'ACMOS crée la conférence à la demande. Il y a eu 2 tests qui ont été réalisés par la DGSCGC avec des renforts qui venaient du 42 vers le 13, impliquant 2 états-majors de zone plus le COGIC. Donc le premier essai, c'était il y a à peu près 1 mois, qui a été assez compliqué, puisque c'était la première fois où on mettait en œuvre réellement la procédure. Et on l'a refait vendredi, il y a 10 jours. Et il n'y a plus qu'une seule action de l'ACMOS. Donc ça se fait globalement en 20 minutes. On est capable de monter une conférence à la demande interdépartementale ou interzonale. Mais ça nécessite aujourd'hui une action de l'ACMOS, donc qui est tout à fait possible grâce au centre de supervision ouvert H24 que vous avez vu tout à l'heure. L'idée dans un second temps, c'est de pouvoir donner la main, notamment aux états-majors de zone, pour pouvoir localement avoir une réponse plus rapide. Mais ça veut dire avoir des personnels formés dans chaque état-major de zone, voire au COGIC, où on a aujourd'hui des référents formés qui peuvent apporter un soutien aux émises. Est-ce que tu parles de conférence dans tes slides après? Non, tu peux en parler. Aujourd'hui, chaque service a le même niveau équivalent. Chaque utilisateur est considéré comme. C'est pas pyramidal, on est collaboratif, donc on est tous au même niveau. Pour autant, chaque service va déclarer un plan de communication via l'architecture nationale qui a été déterminée par le ministère, ADMI. Et donc, on s'est rendu compte au niveau du département qu'il était important d'avoir un regard de la préfecture à l'échelle du département en vue de faire un plan de communication unique qui soit validé par le préfet, donc l'équivalent d'un ordre départemental des systèmes d'information et de communication. Et donc, pour s'éviter d'avoir trop de manipulation et de manger trop d'équivalent temps plein sur un centre opérationnel, il faut réfléchir à ce plan de communication qui soit figé pour fluidifier un maximum d'échanges sur les terrains. Donc, chaque utilisateur, chaque terminal est regroupé dans un groupe d'utilisateurs à qui on va autoriser telle ou telle conférence. Et donc, ce plan de conférence est un travail quand même à mener de manière interservice pour pouvoir structurer les échanges. Donc, une petite information pour les préfectures qui nous écoutent, et un travail qui, à mon sens, est pas mal. Du coup, Julien, ce travail est en cours sur les Bouches-du-Rhône? Il est en cours.
On avance doucement là-dessus, effectivement. Donc là, un plan de conf à peu près 20 conférences a déjà été établi, Oui. dont une conférence inter-PM 13, où sont regroupées les 7 polices municipales déjà adhérentes et la préfecture. Donc ça permet d'avoir une communication au quotidien. Pour l'instant, on est limité et ralenti par le fait que les FSI ne sont pas avec nous. Voilà. Storm n'est pas relié encore. Et En fait, c'est ce qui nous ralentit. Et de ce fait, là, c'est le département 42 qui va prendre la main à compter de début décembre, puisque la DGGN et la DGPN ont désigné le département 42 comme pilote FSI. Donc, dans le 42, on a depuis le mois de juin le SDIS, le SAMU, la police municipale de Saint-Chamond, l'état-major de zone et puis la magistrature d'équiper. Et à compter du 1er décembre, on va rajouter la police nationale 42, la gendarmerie 42, l'ANFSI et le centre de supervision nationale de maintien de l'ordre. Et là, ils vont pouvoir du coup prendre la main sur la suite de ce plan de conf. Et grâce au travail du 13 et du 42, on va ensuite pouvoir vous présenter un plan de conférence type avec des conférences socles qui seront obligatoires et puis ensuite des conférences qui seront à la demande. Alors ça, c'est à l'échelle d'une préfecture. Pour un OIV, en fait, c'est la même chose. Les OIV sont déjà fléchés sur un certain nombre de conférences et pourront créer leurs conférences sur place, entre OIV ou entre services intervenants. Typiquement, le CEA Cadarache, eux, sont intéressés pour créer une conf permanente avec le SDIS et le SAMU pour le quotidien, les prises en charge de blessés sur site, etc. Je vais vous parler de quelque chose de très concret. Je vous ai dit tout à l'heure, le RRF, c'est 4 opérateurs, dont 2 avec la priorité de préemption, Orange et Bouygues. Eh bien, on a fait des tests lors de la course Marseille-Cassis le 26 octobre, donc avec un parcours qui est bien connu sur une vingtaine de kilomètres. Donc on avait, nous, un agent de l'ACMOS qui a réalisé cette course avec un terminal RRF. On a pu le suivre. Son terminal a fait 3 bascules, 3 changements d'opérateur au Bouygues Orange Bouygues, avec une continuité de géolocalisation et de transmission, puisqu'il était en émission permanente. Il faut rappeler que c'est une zone qui est identifiée comme étant mal couverte. C'est ça. Et typiquement, les téléphones de service du 10 sont Orange. Donc ici, au milieu de la course, il n'y a plus Orange. Il n'y a que Bouygues. Donc depuis des années, le SDIS 13 ne pouvait pas parler en fait sur une partie. C'est le secteur qui est identifié par les guides pour ajouter un relais d'ailleurs. C'est ça. C'est la zone de Carpiane. Ouais. Or, Bouygues couvre ce territoire. Et là, avec notre camarade qui a couru la course, on a pu avoir un suivi en temps réel depuis le centre de supervision à Paris de la bonne couverture. Hormis cette couverture, on a pu tester la priorité de préemption. Donc ici, vous avez ce schéma ici, entre 11h et midi, qui correspond à l'arrivée des premiers coureurs. Vous avez entre 0 et 100% de plusieurs choses, la data et la voix. Là, on est pour le grand public. À partir de 11h, la transmission de data grand public tombe à quasiment 100% et même à 0% à partir de midi. Ça veut dire que le grand public ne pouvait plus envoyer de photos, de vidéos, faire de streaming. Impossible. La voix, qui est plus résiliente pour le grand public, est même tombée à quasiment 40% à midi. C'est-à-dire qu'une fois sur 2, le grand public voulait passer un coup de fil, la communication était coupée. Non, mais ça, c'était lié au nombre de participants. Parce Tout à fait. Tout à fait. Ça dure. Et ça, c'est un vrai problème depuis des années sur cette course. Sur place, on avait des terminaux RRF, donc c'est la partie de droite. 13 appels ont été passés avec la préemption sous la cellule de Cassis Baoul à Saoup, avec une connexion immédiate. Donc la priorité de préemption a bien fonctionné, des civils ont été éjectés et les RRF ont pu passer leur communication. Et pas que de la voix.
On a eu un taux de réussite à 100% sur la partie voix, sur la partie géolocalisation et 100% sur la partie vidéo. Ça veut dire que sur place, vous aviez des civils qui voulaient juste passer un appel rejeté. Et nous, avec RRF, on faisait du streaming vidéo. Donc là, on a eu la preuve par l'image. La priorité de préemption fonctionne. Voilà. On l'a testé également sur un match de foot à Saint-Étienne, dans l'enceinte du stade, où la priorité de préemption a fonctionné exactement de la même manière. Là, je vous ai mis que cet exemple, puisque localement, ça vous parle plus, Marseille-Cassis. Ouais, Saint-Étienne, c'est très au nord. Ouais. On parlait de la résilience tout à l'heure. C'est une vraie question, une question du quotidien, une question en cas d'événement. Ça a été prévu. Avec la possibilité pour les différents services, donc les collectivités, SDIS, SAMU, etc., de pouvoir acheter des relais véhiculaires. Le mode de fonctionnement, c'est de l'achat via l'UGAP ou RESA du matériel, et ensuite, vous souscrivez un abonnement carte SIM pour ces relais véhiculaires. Donc celui-ci fonctionne. Moi, je l'ai mis en service mercredi à l'ENSOSP. Donc c'est les relais véhiculaires numéro 1 qui, lui, va chercher en zone grise un pylône 4G à 10 km. Un téléphone, c'est 5 km maximum pour s'accrocher. Donc là, on part à 10 km. Et celui-ci crée une bulle Wi-Fi. Ensuite, on a les modèles RV2, RV3, RV4 qui, eux, vont courant 2026 jusqu'à demi-2027 être commercialisés avec de la liaison satellite pour récupérer le flux. Et derrière, on va générer du Wi-Fi et de la 4G avec plusieurs modèles, des modèles en caisse, des modèles en remorque. Le coût, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, puisque les modèles ne sont pas encore commercialisés et accrédités RRF. Celui-ci, je peux vous en parler. À l'achat, c'est 1 400 €, avec ensuite un abonnement mensuel de 30 € pour 30 gigaoctets. Presque dans les tarifs, celui que le ministère de l'Intérieur ne veut pas en satellite. L'abonnement plus bas du Starlink, c'est 45 € par mois. Ah oui, mais nous, c'est pas du Starlink. Ouais, mais ça fait. C'est pas du satellite, on est d'accord. Mais pour la collectivité qui ferait le choix. Là, c'est pas du satellite. Qui ferait du choix économique entre du satellite et du RF, on y a le prix. Concrètement, ça veut dire si jamais le réseau tombe sur ma collectivité, grâce à cet appareil, si je vais en mairie, je peux récupérer des réseaux beaucoup plus loin. 10 pour km. Continuer, moi, à émettre. Celui-ci à 10 km. Ensuite, vous avez le RV2, 3, 4 qui vont sortir courant 2026 et début 2027, où là, vous pouvez récupérer à 10 km ou via le satellite pour de la pure zone blanche. Donc ça devient intéressant. Et on est sur du OneWeb, c'est-à-dire qu'on vous garantit un fonctionnement H24, même si un individu quelque part aux États-Unis décide de tout couper, c'est Starlink. C'est pour ça que le ministère interdit à RRF de s'adosser sur Starlink, même si concrètement ça fonctionne très bien. Sauf qu'on est sur un réseau absolument pas sûr en termes de pérennité. Hier, j'étais avec les collègues d'Orange au CEREMA, qui eux, dans un premier temps, se sont adossés sur Starlink, notamment pour les rétablissements à Mayotte, etc. Et là, viennent de souscrire aussi l'abonnement à OneWeb pour des questions de souveraineté et de fonctionnement sur le long terme. OneWeb, c'est quoi? C'est un opérateur européen, français? C'est français, avec un consortium européen en arrière-plan. Et les satellites sont européens aussi? Oui, c'est des satellites européens basse orbite. Et ils sont interopérables éventuellement. Si j'ai 2 antennes, elles peuvent s'interapprocher, c'est-à-dire que du coup, je peux faire presque 20 km. On peut faire une mèche. Alors, pas avec cela. Ça sera le RV3 et le RV4. Mais c'est le principe. Donc ça, c'est la première solution, les relais véhiculaires qui sont à la main, achetables par les communautés utilisatrices du RRF. Ensuite, vous avez le niveau supérieur, ici avec les solutions de réponse rapide.
On a certains véhicules qui seront, celui-ci opéré par Bouygues, qui peuvent être mis en place n'importe où sur le territoire métropolitain en moins de 6 heures et qui vous recouvrent 5 km, donc qui recrée une couverture 4G à 5 km de part et d'autre. Donc ça fait quand même quelque chose de très intéressant, mis en place en moins de 6 heures. Et ensuite, on a Bouygues qui propose l'ultime solution. Donc c'est le même principe, mais en plus gros, sous forme de remorque poids lourd ou de camion. Et là, on vient rétablir de la 4G et de la 5G en satellitaire ou en liaison fibre. Quand tu dis en 6 heures, c'est qui les mobilise? C'est-à-dire qu'on a un événement du type tempête Alex, oui. Où les routes ont été plus que compliquées pour le coup. C'est le site PC qui en fait la demande. Il peut en faire la demande. Et après, c'est le ministère de l'Intérieur qui mobilise Bouygues Oui. Donc nous, on a un contrat H24, donc c'est l'ACMOS. La décision de mobilisation et le paiement, ce sera l'ACMOS. Et on est en lien permanent avec le COGIC. On a un système d'astreinte et de gestion de crise permanente, justement pour la mobilisation. Donc à l'heure où je vous parle, on a un SRR Bouygues et une solution de base déployable Orange. La cible, c'est d'avoir un appareil de ce type par zone de défense, à l'image des AirSat, les remorques satellites, qui ont été mis à disposition par le ministère de l'Intérieur il y a maintenant un certain nombre d'années, et qui sont pour la moitié non fonctionnels. Et ça, ces systèmes-là sont élitroyables avec des pauses, parce que typiquement, quand on prend la Visubi, on ne pouvait pas y aller autrement que en fait, tout ça n'est pas sorti du chapeau. Hein. On se base sur la vallée de la Roya, sur la Germanwings, ou sur la Germanwings, en fait, quelque chose d'à peu près équivalent a été élitroyé au bout d'une semaine pour recouvrir la zone. Donc là, Bouygues nous assure avec des véhicules type pick-up 4x4 une couverture en moins de 6 heures. C'est une obligation contractuelle avec le ministère de l'Intérieur. Et pour Orange, ils sont en train, eux, proposent la même chose, mais en aérotransportable. Ça correspond aux besoins du terrain. J'ai une question d'une adhérente. Comment fait-on en cas de rupture des réseaux électriques puis téléphoniques? Alors, ça, c'est la question, évidemment. Donc, nous, au sein de l'ACMOS, on a un outil de supervision nationale du réseau Orange et Bouygues afin de superviser en temps réel l'alimentation électrique et la couverture 4G, 5G. Sur le rétablissement et si l'opérateur doit faire un choix pour couper certains pylônes et en rétablir d'autres, c'est pareil, c'est contractuel entre l'ACMOS, Orange et Bouygues. On a donc ces solutions qui sont prévues pour rétablir les communications en zone blanche. Depuis le mois de juin, on étudie chaque événement de sécurité et de sécurité civile qui arrive sur le territoire en modélisant le déplacement de ces véhicules sur les différents sites. Ça a été les feux de l'Aude, où le réseau INPT Antares a montré ses faiblesses et ça a fini pour bonne partie sur des liaisons téléphone portable, de service voire personnel. Donc ça veut dire que là, pour le coup, les réseaux fonctionnaient. Et c'est bien pour ça qu'on met à disposition du catalogue les relais véhiculaires pour les services et ces deux solutions, Bouygues et Orange, pour reconstituer quelque chose de plus costaud avec une couverture 5-10 km. J'avais une autre question. Donc pour les solutions de réponse rapide, s'agit-il d'une nouvelle cellule en utilisant les fréquences opérateurs ou comme une bulle tactique, plutôt les fréquences 700 du ministère de l'Intérieur, donc avec port passerelle? Alors, très bonne question. Le choix qui a été fait, c'est d'ici d'établir un pylône classique, un pylône Bouygues. Typiquement, je suis sur une zone qui a été sinistrée. Le choix a été fait par le ministère de l'Intérieur de mettre un pylône classique. Pourquoi? Pour ici recouvrir le territoire sur 5 km et permettre à la population de passer peut-être des appels au 15, au 18, au 17 si besoin. Et vous, avec vos terminaux RRF, alors je dis vous, parce que vous êtes prêts à vous équiper, bien sûr,
comme vous avez la priorité de préemption, de toute façon, vous pourrez vous connecter en priorité. Donc finalement, avec ce système, on répond à 2 objectifs, recouvrir la population et permettre d'avoir du réseau pour les services de secours. Et j'ai une autre question, la personne rebondit à sa question en cas de rupture de réseau électrique puis téléphonique. Elle pensait à l'événement dans les Alpes-Maritimes qui a eu lieu en mai 2025 et qui a perturbé les communications toute la journée. Oui. La coupure à Cannes, notamment, plein festival. C'est ça. Eh bien, en fait, cet événement a également été suivi par le CCO et avec la mise en place d'un véhicule de ce type, résolution du problème. Pour Cannes, mais pas forcément à l'arrière-pays grassois. Alors là, pour 5 km, avec le premier. On a également eu, c'est le rétexte réel, hein, lors de la prise de fonction du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le jour de sa prise de fonction, travaux publics devant le ministère de l'Intérieur, arrachement de câbles Orange, plus de téléphonie fixe et mobile Orange dans la zone de Beauvau. Coupure pendant 6 heures. Au ministère de l'Intérieur, au COGIC, ils ont du RRF depuis le mois de juin. Les seuls à pouvoir communiquer, c'était le COGIC via RRF, puisqu'ils ont basculé sur la cellule Bouygues. C'est une démonstration assez intéressante pour nous. La prévention des appels, elle se fait sur tout type d'appel. Typiquement, il y a quelqu'un, justement, vous disiez, on peut permettre à la population d'appeler les pompiers ou la police. Si quelqu'un appelle le 17, il peut être coupé parce qu'il y a une prévention de RRF. En fait, il y a un ordre de priorité. 17, alors déjà le 15, 17, 18, si vous avez un abonnement Orange et que vous êtes sous couverture Free, votre appel va aboutir. C'est une obligation légale depuis 1 an. Et dans la priorité de préemption, donc il y a nous RRF, ensuite il y a les appels d'urgence et les appels classiques. Donc voilà, on parlait des satellites. Donc c'est le backhaul satellitaire, c'est très très important pour nous. Et on a également un collègue de l'ACMOS qui est détaché à l'Union européenne et qui travaille sur le roaming européen et le roaming international. On développe également des solutions. Là, on vient de sortir au mois d'octobre un drone RRF qui permet de faire de la retransmission d'images en interservice. Aujourd'hui, le drone, c'est devenu quelque chose d'indispensable, à la fois pour la gestion tactique de terrain, pour les décideurs en centre de commandement. Et là, on va pouvoir faire de la gestion de données sécurisée, cryptée et interservice. On parlait tout à l'heure du coût. Combien ça coûte cette affaire? Alors, le premier forfait, donc le principe du RRF, on est sur de la location sur 36 mois. Donc la location du smartphone, la carte SIM, l'abonnement 4 opérateurs, 1 giga de données et toute la résilience qui vous permet l'interservice, on est à 48 € par mois. 48 € par mois, ça a été étudié. Vous pouvez faire de la portabilité de numéros, c'est-à-dire que votre forfait de téléphone de service actuel, vous pouvez l'arrêter. Donc plus d'achat de matériel, plus d'abonnement, et vous portez le numéro sur le RRF. Si vous aviez de la radio, typiquement de l'Antares ou etc., vous arrêtez de le payer, vous arrêtez de payer la contribution INPT, et ça vient en fait payer ce matériel. Donc là, on est sur le premier forfait à 48 €. Ensuite, vous avez un certain nombre d'accessoires. Alors, des oreillettes, des micro-poires déportés, des micro-poires tactiques, etc. Le détail, vous pouvez le retrouver sur le site internet de l'ACMOS, donc ACMO2S. Et puis, vous avez des fichiers Excel qui vous permettent de visualiser votre plan d'équipement. Si vous êtes intéressé, sur le site de l'ACMOS, en partie basse, vous avez une partie Contactez-nous. On vous laisse écrire un petit message avec vos coordonnées et votre département, et ce qui nous permettra de transmettre votre demande au chef de déploiement concerné, puisqu'on est 8 chefs de déploiement comme moi à couvrir le territoire national.
Moi, je m'occupe globalement d'une grande partie qui va du Cantal jusqu'à la Corse. C'est grand. Donc, j'ai une douzaine de départements. Mes camarades ont à peu près la même chose et on travaille par cohérence territoriale. Est-ce que c'est des choses qui sont, peut-être pas la partie terminale et carte SIM, mais plutôt les antennes ou d'autres matériels subventionnables, à l'instar de ce qui avait été déployé quand les communes ont investi dans le développement de caméras urbaines? Alors, ça, c'est une double question. À ce jour, on n'a pas de mécanisme spécifique RRF. Néanmoins, ça a été demandé auprès du ministère de l'Intérieur. Et puis, on a déjà des départements qui prévoient de solliciter le FEDER, notamment sur les frontaliers, pour participer au financement du RRF. Donc tout ça, ça va. Ça peut rentrer dans des programmes type Alcotra, ce genre de choses. Bah, en fait, on a des possibilités. Alors, on n'a pas encore de retour réel de subventions de ce type, mais on est sur le principe. On sait très bien que pour les collectivités, de l'allocation sur 36 mois, ça génère du budget de fonctionnement, ce qui n'est pas facile. Un mécanisme a donc été mis en place par le ministère de l'économie pour basculer tout ou partie de vos frais de fonctionnement en investissement. Donc là, on a 2 textes qui ont été sortis en 2024 et qui permettent de basculer jusqu'à 100% de vos frais de fonctionnement en investissement à travers 2 subventions. La première, c'est la subvention pour les matériels, donc qui là s'étale sur 36 mois, la durée de location, et la subvention infrastructure qui là peut s'étaler sur 10 ans. À ce jour, on a déjà 6 services qui ont utilisé ce mécanisme et qui ont versé à cible 32 millions d'euros de subventions pour lisser leurs investissements sur les 10 ans. Alors vous avez les marins-pompiers de Marseille, le SDIS 13, le SDIS de la Loire, le SDIS de l'Oise, le SDIS, je pense que c'est Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique. Donc ça, ce sont les chiffres arrêtés au 15 octobre. Et du coup, un EPCI peut éventuellement porter l'investissement pour l'ensemble de ses communes membres. Oui. Et soit gérer la flotte, soit que chaque commune gère sa propre flotte à l'issue. Oui. Il n'y a pas de lien entre qui paye et... C'est possible. C'est ouvert, en fait, pour l'instant. Alors, j'ai 3 questions. Le SRR offre une couverture pour tous ou uniquement au RRF? Alors, comme je n'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure, donc le choix, ça a été d'offrir une couverture pour tous, à la fin que la population puisse aussi retrouver de la connexion 4G, notamment pour passer des appels au secours. Et grâce au mécanisme de priorité préemption, les RRF sont prioritaires lors de l'intervention. Et en cas de panne d'un terminal, le service après-vente se fait sous quel délai? Alors, pour le SAV, vous avez 2 niveaux de réponse. La première, vous pouvez commander déjà en amont des terminaux en spare. Donc le prix n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est le cas des grosses flottes qui ont prévu déjà de la case, donc de prendre du spare. Un terminal spare, je crois que qu'il n'était pas cassable. Ça doit être dit. Oh oui, mais je fais confiance à mes collègues du terrain. On va trouver des solutions. Bon. Après, pour vous dire, on les a mis dans des mains de militaires depuis le 15 juin. Il n'y a toujours pas de cassé. En général, c'est bon signe. Alors, je peux me permettre de vous le dire parce que donc moi, je suis sapeur-pompier professionnel et je suis également réserviste militaire. Donc, je peux aussi me moquer de mes camarades militaires et sur la facilité d'usage et la robustesse. Le 04 est un... Et du coup, j'ai pas fini. Donc, on a le première option, c'est du spare. Et ensuite, le process de SAV. Dans votre forfait, vous avez droit à 5% de casse sur les 36 mois avec remplacement à l'identique. Au-delà des 5%, on vous remplace avec forcément une partie financière de la part du service utilisateur
qui s'élève à peu près 85% du restant à charge. Donc là, c'est du détail. Le process de SAV, il est censé se faire sous 7 jours. On n'a pas eu l'occasion encore de le tester, puisque pour l'instant, les 3000 utilisateurs ont pris soin du matériel. Mais voilà ce qui est dans le contrat. Sachant qu'on a du stock. Le stock, c'est chez Econocom, à Saint-Pierre-des-Corps. Donc voilà, c'est français. Le 04 étant un département limitrophe à l'Italie, qu'en est-il des échanges éventuels avec nos homologues italiens en cas de crise? Alors donc notre collègue qui est détaché à l'Union européenne travaille avec les pays frontaliers et même plus éloignés dans le cadre des renforts pour interconnecter nos réseaux et leurs réseaux. Donc là, les travaux sont en cours. L'atterrissage est prévu pour mi-2026. Très bien. On arrive presque à la fin, parce qu'il faut que je laisse un petit peu de temps à mes camarades. Rejoindre le RRF, c'est assez simple, c'est en 4 étapes. La première, c'est la signature d'une convention d'adhésion de principe entre le service qui souhaite adhérer et l'ACMOS. Ça ne vous coûte rien. Ça vous donne le droit d'envoyer des gens en formation, ça vous donne le droit d'accéder à un portail utilisateur particulier avec de la documentation, etc. Ensuite, on vous propose des formations gratuites pour former vos référents. Donc pour l'instant, c'est à Paris. On est en train d'étudier la possibilité de faire des formations délocalisées, comme on a pu faire dans les Bouches-du-Rhône au printemps. Je me propose directement, mais si vous recherchez des locaux pour les formations, les locaux du Cyprès vous sont ouverts. Eh bien, je le note. Voilà. Merci. Ça appartient aussi à tous ces membres, donc les sapeurs-pompiers, les collectivités et l'État. Donc je le note. Et effectivement, on a aujourd'hui pas mal de services qui nous disent nous, on peut vous ouvrir les portes. Dès qu'on fait une présentation et qu'humainement, on se voit, on présente le produit, on voit l'intérêt grandissant. Derrière, c'est l'ouverture des accès au RRF, avec là une partie à peu près aujourd'hui 15 minutes par terminal pour activer, et puis une partie d'installation de informatique sur vos terminaux pour pouvoir accéder au service du RRF plusieurs manières, soit via le RIE, soit via votre connexion Internet avec un VPN du ministère de l'Intérieur ou via une clé 4G. Et puis à la fin, vous recevez votre matériel, vous faites l'activation et nous, on est là en appui pour vous aider sur tout ça. Voilà pour cette présentation que j'ai voulu assez large mais concise afin de pouvoir laisser du temps au témoignage, à la fois de l'APM de Port-de-Bouc, mais également du SDIS, naturellement la préfecture et puis les autres utilisateurs comme Istres par exemple, qui fait partie de l'aventure. Et c'est grâce à ces pilotes qu'on en est là aujourd'hui. On est passé d'un produit de laboratoire à un produit de terrain grâce à l'investissement en temps, en matériel. Donc je tenais à remercier les services pilotes au nom du ministère de l'Intérieur. Julien ? Oui, merci déjà pour cette présentation riche, technique et détaillée. Alors nous, au niveau de la préfecture des Bouches-du-Rhône, on est en cours de test. La phase de test a véritablement débuté dans les Bouches-du-Rhône cet été, et c'était peut-être pas le meilleur moment pour pouvoir tester en opérabilité le RRF, puisqu'on était en période de feu de forêt assez intense. On a été assez chargé cet été. Donc on est en cours. Il nous manque encore une phase d'acculturation pour les membres du corps préfectoral. Et puis on est dans une phase un petit peu de transition actuellement avec le préfet qui n'est pas encore nommé. On l'envisage de le tester également dans un exercice de sécurité civile en début 2026 pour un exercice inondation par exemple, avec une extension avec les différents acteurs et à profit le membre du corps préfectoral qui sera en commandant en COD.
Nous, on est effectivement partie prenante, on voit beaucoup d'atouts dans cet outil-là. Le principal atout, c'est effectivement l'interopérabilité avec les différents services. C'est extrêmement profitable de pouvoir communiquer avec l'ensemble des acteurs, et notamment lorsqu'on est en COD, de pouvoir donner un ordre et qu'il soit entendu, réécouté par les différents services, les différents acteurs, ce qui évite tout malentendu, toute confusion dans un moment où on est tous parfois sous tension, dans un moment de crise en COD. Après, c'est un outil classique, on est tous avec un smartphone dans les mains à un moment donné de notre vie, donc c'est effectivement ludique, c'est assez manœuvrable facilement. Donc, c'est quelque chose qui est appréciable et dont, effectivement, l'acculturation, je pense surtout aux membres du corps préfectoral, sera, je pense, pas très compliqué à opérer. Alors, ce qui nous manque encore un peu, il y a eu un test là avec le SDIS et le bataillon sur le test de Marseille-Cassis, qui était un événement important et surtout dans une zone où effectivement la couverture était pas bonne sur ce territoire-là. Ce qui nous manque, c'est le test grandeur nature, peut-être avec des pompiers qui sont avec des gants et de voir comment ça fonctionne avec un outil tel qu'un smartphone. Est-ce que ça fonctionne correctement? Ça, le SDIS pourra nous le dire au fur et à mesure des mois. Et puis, l'intérêt également qu'on a dans cet outil-là, c'est la sécurité des échanges aussi. Vous n'avez peut-être pas beaucoup détaillé, mais c'est bien sûr des communications qui sont chiffrées, qui sont sécurisées. Et ça, à la différence de WhatsApp, par exemple, où là, il peut y avoir des failles. Là, on est sur un peu l'équivalent de CHAP, mais avec une portabilité et une largeur de connexion avec la transmission de vidéos effectivement en direct. Nous, on avait un préfet qui était extrêmement soucieux de pouvoir savoir exactement où se situait le feu, l'incendie, le sinistre. Avec cet outil-là, il pourrait y avoir la cartographie, de savoir exactement où sont les forces, où sont les acteurs sur le terrain. Donc, c'est vraiment un bel outil, un bel atout. On est également en réflexion. Vous savez que les Bouches-du-Rhône est un département où il y a beaucoup de visites officielles, beaucoup de ministres qui se déplacent. On a à peu près 2 ou 3 par semaine. L'idée et la réflexion est que les chauffeurs, les agents en charge du protocole puissent être également dotés de terminaux RRF pour pouvoir accompagner et pour pouvoir assurer éventuellement une liaison avec les agents en éventuel COD si jamais il y a une crise à venir. De manière très pratique, parce que je sais qu'il y a des préfectures qui nous écoutent, pour l'instant, au niveau du CRA7PC, ce sont les agents d'astreinte qui disposent d'un terminal RRF. La vocation prochaine, c'est que le téléphone d'astreinte qu'on utilise soit le terminal RRF. Donc, effectivement, il y aura une économie de coût par rapport à l'abonnement qu'on a sur l'abonnement d'astreinte. Et là aussi, on doit pouvoir l'utiliser et le tester en situation réelle d'astreinte régulière. J'ai entendu tout à l'heure que pour la partie cartographique, l'interconnexion avec Synapse, elle était en cours de réflexion, mais pas encore opérationnelle. Qu'elle était, pour ainsi dire, opérationnelle avec Crimson. Mais toutes les collectivités ne sont pas dotées de Crimson. Est-ce qu'il peut y avoir un flux de données qui peut remonter dans les SIG des communes? Alors déjà, avec la plateforme, le dispatcher RRF, vous avez une interface web carto. où vous avez votre cartographie avec les points d'intérêt existants. Mais il n'y a pas les périmètres d'aléas, enfin, il y a juste la remontée d'infos de la localisation des terminaux. Oui. Alors, j'ai une question. Donc ensuite, les API, les APK sont possibles dans vos SIG. Ça nécessite forcément un petit peu de développement et puis du temps et un peu d'argent. Mais toutes les demandes du terrain doivent nous être remontées et tout est analysé au cas par cas.
Parce que finalement, on a peut-être une demande d'une commune qui peut servir à 10 000 communes. Bien sûr. Donc, en fait, la mutualisation des coûts est là. J'ai une Il y a une demande volonté de le tester sur d'un tous les adhérent. exercices à venir. Donc, Comme c'est le faire alerte. On va déjà commencer par l'inondation qu'on a prévue en début d'année 2026. Et Après, plus il y a d'acteurs qui sont autour de la table et qui se munissent de cet outil, plus on pourra l'utiliser, le tester, et ça deviendra naturel. Et ça sera l'outil premier, effectivement, à tester. J'ai une question d'un adhérent, donc RCSC, en phase de montée de puissance dans la Drôme, et nous envisageons de nous équiper en radio VHF. Et comment avoir une démo sur place du RRF, comment s'équiper, comment se faire financer. Alors, comment avoir une démonstration? Je vais transmettre au CIPRE la carte de France des départements avec le nom du chef de déploiement et ses coordonnées. Okay. Donc, je vous propose de le distribuer à l'ensemble de vos membres, ce qui permettra un contact direct avec nos chefs de déploiement. On peut mettre cette carte sur carrément notre site internet ou pas? Ou c'est à la demande? Alors, envoyez déjà à vos membres, parce qu'elle n'est pas sur le site de l'ACMOS. Ah bah si c'est pas sur le site de l'ACMOS, on va pas le mettre sur le nôtre. Voilà. Pas à ce jour en tout cas. En revanche, vous pouvez diffuser à vos membres présents ce jour et vos membres au sens large. Voilà. Vous aurez un petit avantage sur les autres. Les autres questions, donc la démo, c'est bon. Comment s'équiper? Eh bien, c'est ce qu'on a globalement précisé. Et comment se faire financer? Eh bien, alors, de base, sur vos budgets propres. Et ensuite, vous pouvez partir à la pêche aux subventions. On en a parlé tout à l'heure, FEDER, etc. Sur les polices municipales, il y a aussi d'autres biais particuliers dans le cadre des équipements. Le JPD pourrait participer quand on était dans la vidéoprotection. C'était ma question tout à l'heure sur. Alors là, je vous avoue, c'est pas ma partie. Je pourrais poser la question, puisqu'on a, on a en fait au sein de l'ACMOS une représentation de l'ensemble des ministères. Donc les chefs de déploiement dont vous aurez la carte tout à l'heure, vous avez des sapeurs-pompiers, vous avez des gendarmes, des policiers, des CRS, policiers municipaux, douaniers et militaires. Donc je vais remonter la question et puis je ferai en sorte de transmettre la réponse. Autant notre commune, pour l'instant, est en phase d'essai, on accompagne le système. Mais ça va se déployer. Ah oui. On a des services sur la ville, on a déjà 60% des policiers. On a une réserve communale avec 50 personnes, des gens bénévoles. On a un comité feu avec 50 personnes aussi. Donc, on va demander de plus en plus d'appareils. Donc, s'il y avait des fautes, il serait les bienvenus. Ouais, puis après, avec des sites particuliers, parce qu'il y a quand même la base aérienne 125. Tout à fait. Alors là moi, je vous réponds. Voilà, globalement sur aujourd'hui. Après, je prends du recul au titre du ministère de l'Intérieur. Nous, on est fournisseur du service, on est fournisseur des matériels, on fait le lien avec les opérateurs mobiles. Après, la partie financement, ça nous dépasse. Et là, je pense que voilà, ça revient plus au niveau local par rapport à vos habitudes actuelles et puis peut-être la préfecture qui connaît un petit peu plus les manières de financer des projets au niveau local. Mais je vous avoue que ça dépasse notre champ de compétences ministériel. Oui, pour les FITDR, je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas mon service qui s'occupe de ce financement-là. Mais effectivement, la question peut se poser et vous pouvez tout à fait écrire à la préfecture et au bureau du cabinet, en l'occurrence, pour avoir des précisions sur la validité ou non de financement. Bien, tu voulais rajouter quelque chose parce que peut-être tu es de l'autre côté de. T'es les pieds des deux côtés, à la fois au CIR7 PC et puis à la fois dans le camion rouge. Bon, tout a été dit, c'est un outil intéressant, c'est un outil qui est intéressant, mais qui sera encore plus intéressant si on a plus de partenaires qui sont impliqués. Puisque si on doit utiliser l'URF d'un côté et de la téléphonie de l'autre ou de la radio de l'autre, ben, du coup, c'est
c'est une perte de temps, c'est une perte de technologie. Donc, on a tout intérêt à promouvoir l'outil. On ne fera jamais marcher en arrière sur les RRF, donc c'est l'avenir, il faut aller vers ça. Plus on sera nombreux, et j'imagine qu'on arrivera à faire une économie d'échelle sur les coûts. Il est à 48 € aujourd'hui, peut-être qu'on sera moins cher demain. Donc, pour moi, c'est vraiment une plus-value pour la gestion de crise, pour l'interopérabilité. Aujourd'hui encore, même si Antares existe depuis maintenant de nombreuses années, on est toujours en train d'expliquer sur le terrain comment se mettre sur le bon canal radio pour pouvoir discuter entre services. Donc, demain, avec un smartphone que tout le monde utilise au quotidien, ça me semble être complètement pertinent et de répondre aux besoins opérationnels et au manque qu'on a aujourd'hui sur l'interservice, qui est vraiment la force de la gestion de crise de notre territoire. Si tu devais conclure, du coup, par rapport à une des questions initiales, à savoir, je suis une collectivité, je vais faire le choix entre le satellite pur, et sachant un peu ce que ça veut dire, et le RRF. Bien, pour moi, le choix, il est assez simple. Si vous achetez un téléphone satellite, vous parlez avec vous-même. Si vous prenez du RRF, avec une option de relais véhiculaire satellitaire qui vient vous recouvrir une zone, eh bien, en fait, vous parlez certes avec vos équipes, mais vous parlez surtout avec tous les autres. Et en cas de crise, l'intérêt, c'est vraiment la connexion, mais surtout le partage d'informations, de consignes, d'ordre. Donc, la conclusion, ça revient un petit peu à l'introduction. C'est l'outil d'avenir qui fonctionne déjà au présent et qui fonctionnera encore avec de nouvelles fonctionnalités dans les semestres à venir. Donc voilà. Je peux apporter aussi un élément de réponse. Le troisième objectif, quand on a fait le choix du RRF, c'était d'harmoniser nos outils. Aujourd'hui, un policier municipal a son téléphone personnel, un téléphone pro, un PVE. Un PVE, c'est un smartphone aussi, et il a une radio classique. Aujourd'hui, le RRF fait quasiment 3 choses sur 4, et demain, avec les applications métiers, remplacera nos cartes matérielles. Voilà. Donc, on n'aura plus de téléphone pro, puisqu'il y a le changement sur la carte SIM du RRF. On n'aura plus de PVE, puisque l'application métier existe, n'est pas encore fonctionnelle par rapport à l'entaille, mais elle le sera assez rapidement, on l'espère. Et ça fait aussi radio. Voilà. Donc, nous, c'était aussi le choix, c'est porté là-dessus, pour justement optimiser le matériel que nous avons sur nous. Il y a de place, il y a de poids, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu des demandes de la part de certains EPTP, parce que je sais qu'il y en a qui sont en liaison avec nous, de remontée d'informations de stations de mesure sur des cours d'eau, ou même d'avoir des matériels pour ceux qui font de la surveillance? Alors d'avoir des matériels, oui, c'est possible, puisqu'on est dans des missions de sécurité. En revanche, hier m'a été posé la question pour des remontées, d'utiliser la carte SIM pour des remontées notamment Vigicru ou autres. Ça, c'est pas possible. D'accord. Parce que la carte SIM ne peut aller que dans des matériels qualifiés RRF. D'accord. Par contre, il peut y avoir une remontée d'un flux via une API, comme tu le disais tout à l'heure, qui ferait remonter l'information, si c'est pas via les SPC, par exemple. Ça peut être envisagé, mais ça nécessite forcément du développement. Et à ce stade, 2025 et début 2026, on est sur le développement du produit natif, des modes de résilience, relais véhiculaire, satellitaire, et déjà 230 applications. C'est déjà pas mal pour un début de lancement opérationnel, avec théoriquement l'ouverture des services à la commercialisation prévue pour début décembre. Voilà, c'est la cible. Ceux qui sont en distanciel, est-ce que vous avez encore des questions? Il est encore temps. J'aurais demandé sur le a priori, il n'y en a plus, parce que j'ai posé la question. Pas de regret? Et en tout cas, je vous remercie à toutes et tous pour votre participation.
excellente rencontre thématique avec des gens passionnants, mais surtout brillants. Je veux juste rappeler les rencontres thématiques à venir. D'ici la fin de l'année, on en a 4. Donc, une la semaine prochaine, le 18 novembre, avec le site PC du 06, et merci parce que je sais qu'ils sont en distanciel, sur le retour d'expérience séisme Richter avec la commune de Cannes, puisqu'il y a eu un gros test avec eux, et notamment avec de nouvelles approches en matière d'évaluation par anticipation du risque bâtimentaire d'effondrement en cas de séisme. Le 27 novembre, on en a une sur la cybersécurité avec l'entreprise Unitel, qui est l'une des plus grosses boîtes de France, pour ne pas dire la plus grosse, souveraine en matière de data center et de cyber. Et c'est leur major qui va venir nous faire une présentation de c'est quoi le risque cyber, notamment pour les néophytes. Donc ça s'adresse à vos DSI, mais surtout à vous, en fait, en charge des risques. Et on essaiera de leur gratter, j'ai déjà essayé et ça semble acquis, une visite du data center de Marseille pour que vous compreniez comment fonctionne le data center et qu'est-ce qui est associé derrière ça. Le 2 décembre, on a une autre rencontre thématique avec la DRES, cette fois, sur la problématique de l'exposition au risque chimique des travailleurs. Alors, travailleurs certes en site, mais pas que, puisque vos personnels peuvent éventuellement intervenir lors d'événements en zone à risque. Alors, ce n'est pas que les pompiers, mais c'est un tout petit peu plus loin que les pompiers. Ça fait écho à la rencontre thématique qu'on avait faite avec Emilien en début d'été sur la modélisation du risque chlore. Et c'est important quand même de souvent revenir sur ce sujet-là parce que vos salariés peuvent avoir régulièrement des questions sur le sujet. Et le lendemain, le 3 décembre, ça sera théoriquement la dernière de l'année. On en aura une qui était initialement prévue, alors qui est plutôt pour les bucco-rhodaniens, qui était prévue sur Scénario 2, mais finalement, il y a quelques éléments de validation de Scénario 2 qui ne sont pas complètement aboutis. Et donc, on reprogramme cette présentation de Scénario 2 en début d'année prochaine, quand les dernières validations auront eu lieu sur certains polluants. Et on la remplace, et c'est toujours avec Atmosud, sur les problématiques d'amélioration de la qualité de l'air pour les enfants, notamment les écoliers, au travers d'un certain nombre d'outils d'action qui sont accessibles à tous, et qui fait souvent écho avec les questions qui sont posées dans le cadre des PPMS, en cas d'événement ou en fonctionnement. Ça, c'est pour les rencontres thématiques à venir. Et dans les toutes prochaines semaines, on a déjà travaillé sur les rencontres thématiques de l'année prochaine, parce que je sais que c'est une de vos attentes d'arriver à pouvoir les anticiper. On n'aura pas forcément les dates, mais on pourra vous donner le menu 2026 dans les toutes prochaines semaines, avec un petit trou, bien évidemment, puisqu'il paraît qu'il y a l'événement aux alentours du mois de mars. Donc, on verra comment on traitera le sujet à ce moment-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions à l'issue de cette rencontre thématique, n'hésitez pas à écrire à Delphine, vous avez l'habitude, et on relaiera, bien évidemment, à Franck pour la partie purement RF, et puis à nos interlocuteurs habituels et amicaux que sont tant le CRAC-PC que le SDIS. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Les commentaires sont